Bonsoir à toutes et à tous, salut Mathis. Salut Étienne, bonsoir à tous, bienvenue dans la toute nouvelle émission consacrée au ferroviaire Rail One. Au fur et à mesure des semaines, nous vous ferons découvrir les lignes, les gares, leurs caractéristiques, les personnes qui y travaillent, mais également en tant que voyageurs. Au travers des numéros parfois découpés en deux parties, nous vous proposerons des chroniques sur le côté technique, sur la découverte de la ligne, une interview ou encore, grâce à notre partenaire SBB Historique, des archives sur le lieu parfois inédites. Nous sommes ici à Bulle pour vous relater les derniers moments de cette voie métrique et c'est Mathis qui va s'en charger. Exactement Étienne, et quant à toi on te retrouve dans quelques temps à Lausanne pour parler du renouvellement du poste d'enclenchement et un petit peu après à Genève pour le projet Léman 2030. C'est exact, très bonne émission. Merci, et quant à nous, voici le sommaire de ce premier numéro découpé en deux parties. Dans chaque nouveau lieu ou ligne où nous arriverons, nous ferons un point sur son histoire. Aujourd'hui donc sur Bulle Bro Fabrique avec Alain Castella. La ligne de Bro, elle faisait un peu exception par rapport à aux lignes de la Gruyère, puisque ici, l'essentiel des compositions, c'était des compositions mixtes, trains mixtes, voyageurs, marchandises. Le principal changement sera l'écartement de voies. Nous nous y intéresserons pour savoir notamment ce que c'est précisément, pourquoi et où ces derniers sont différents en Suisse. Enfin, avant de découvrir la rame historique vue dans le lancement de l'émission, nous vous proposons de passer au crible avec plan et images les ABE de 4. Attention, Rail One, c'est parti. Au début du XXe siècle, l'essor du train a bel et bien eu lieu en Suisse. La ligne Bulle-Bro Fabrique y a participé en étant ouverte en 1912, comme nous l'expliquent Nicolas Berdaud et Étienne Bergeau. Depuis 1912, le petit train à voie unique a su rester en service. La ligne A, depuis sa création, reliait Bulle à la fabrique de chocolat Caillé à Bro. Déjà au début, elle voulut poursuivre sa route vers Fribourg. Malheureusement, la Première Guerre mondiale en a décidé autrement. Elle ne fut donc jamais prolongée en voie métrique jusqu'à la capitale du canton. En 1862 déjà, Berne était reliée à Lausanne par le train. La révolution industrielle dans le canton de Fribourg était donc bel et bien en marche. Petit bémol, Romont fut relié, mais pas Bulle. C'est 6 ans plus tard que la ligne Bulle-Romont fut inaugurée, certes, avec 3 trains par jour. Les travaux de la gare de Bro-Village ont débuté en novembre 1910, le premier tronçon ouvre ses portes le 29 janvier 1912, puis jusqu'à Bro-Fabrique le 25 juin de la même année. Alors, l'historique de cette ligne voie métrique débute par le Châtel-Palaisieux en 1901, ensuite les chemins de fer électriques de la Gruyère, Châtel-Bulle-Montbovon, la fusion entre les deux compagnies, puis il fallait créer un appendice qui vienne jusqu'à Bro depuis l'installation de l'usine par Alexandre Caillé. Et il y a eu une multitude de projets parce qu'il était aussi possible de relier Bulle à Bro par une voie normale en prolongeant le Bulle-Romont, construit en 1868, et qui aurait pu aussi relier ce village de Bro et cette Bro-Fabrique et l'usine Caillé par la voie normale. Ensuite, il a été décidé par le Conseil d'État de choisir la voie étroite pour renflouer les chemins de fer électriques de la Gruyère qui avaient de graves problèmes financiers. Cette voie étroite a eu un grand succès aussi bien au niveau marchandises que voyageurs. Le trafic marchandises a été très intense jusqu'en 2018. Par après, il n'y a eu plus que des rames navettes en service voyageurs entre Bulle Bro Fabrique et Bro Fabrique Bulle. Alors, les projets d'une ligne de Bro
ou de Bulle à Bro, ça a été une confrontation d'une demi-douzaine, voire même une dizaine de projets différents entre la voie étroite et la voie normale. Toujours bien sûr dans l'objectif de relier Bulle à Bro-Fabrique pour la chocolaterie. Alors voilà un des plans qu'on a retrouvé, donc probablement de 1908, 4 ans avant la construction, un des projets avec le départ de Bulle par la tour de Tremble. Le trajet suit assez le trajet actuel, mais ce qui est intéressant, absolument intéressant dans ce projet, c'est qu'il y avait une galerie, un tunnel sous la colline de Bro qui amène directement le chemin de fer dans la plaine de Bro-Fabrique et la chocolaterie. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a un prolongement possible de la ligne sur Charmetz-Weisimann comme sur Fribourg par La Roche. Tout ça en réseau, celui-ci en plan voie étroite. Alors ici, un plan avec 2 autres projets, avec la bifurcation un peu actuelle et aussi une galerie et ensuite prolongation du chemin de fer sur Fribourg. Un autre assez intéressant avec la ligne qui suit aussi le même tracé, mais qui suit la Sarine et qui évite complètement la colline de Bro, qui arrive dans la plaine avec des voies marchandises, des voies pour le trafic marchandises devant la chocolaterie. Tout à fait intéressant. La plupart des convois étaient tractés par une automotrice, ce qui faisait d'eux des trains mixtes. L'automotrice se composait d'une 2e et d'une 3e classe, mais également d'une partie bagages. Cela faisait d'elle une BCF 4x4, donc B 2e classe, C 3e classe, F fourgon à bagages et E électrique. 4 essieux moteurs sur 4 au total, une réelle battante des chemins de fer. Il n'y avait pas de première classe car elle était réservée pour des plus grandes lignes comme pour le MOB, les chemins de fer du Montreux au Borland bernois. La ligne de Bro, elle faisait un peu exception par rapport à aux lignes de la Gruyère, puisque ici, l'essentiel des compositions, c'était des compositions mixtes, trains mixtes, voyageurs, marchandises, ce qui fait qu'il y avait la plupart du temps une seule automotrice voyageur et les wagons marchandises qui étaient acheminés ici en voie étroite d'abord, jusqu'ici à Bro-Fabrique. Pourquoi je dis en voie étroite? Parce que dès 1958, il y a eu ce qu'on appelle les trucks transporteurs sur lesquels on pouvait mettre les wagons en voie normale. Et ensuite, il y a eu ce qu'on appelle aussi les rollbocks qui ont remplacé les trucks transporteurs jusqu'en 2018 où le trafic n'étant plus suffisant, il était décidé de l'abandonner. Alors ici, un plan aussi très intéressant du viaduc sur la Sarine. On voit que c'était un des projets où le chemin de fer devait passer sur la colline, puisqu'on voit que ce viaduc est déjà en rampe pour arriver sur la colline de Bro-Village. Un viaduc typique de l'époque avec les croisillons en treillis, typique du début du XXe siècle. Une petite anecdote, le chemin de fer qui monte sur Bro avait un projet pour aller sur Charmet, ensuite sur Weisimann. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que la gare de Charmet a déjà été construite et le projet ferroviaire, lui, a été abandonné à cause de la guerre, comme tant d'autres projets. Ce qui fait que c'est assez paradoxal de trouver une gare à Charmet où il est écrit dessus « la gare », mais il n'y a jamais eu de chemin de fer. Près de 2 ans seront nécessaires avant de revoir passer un train sur cette ligne. Certaines gares seront réaménagées comme ici à Bro-Fabrique, gare terminus, et son tracé sera parfois modifié pour le confort des voyageurs. Mais concrètement, c'est un très gros changement qu'implique le passage de la voie métrique à la voie normale, notamment pour le matériel roulant. Mais savez-vous ce qu'est la voie métrique? Quelle est sa différence donc avec la voie normale? Mathis Courte vous explique tout. Les écartements de voies font partie intégrante des variations des systèmes ferroviaires entre les pays. Dès le début, personne ne s'est mis d'accord
et des écartements différents se développèrent ça et là. Mais finalement, qu'est-ce qu'un écartement de voie ? C'est tout simplement la distance entre les bords intérieurs des champignons des rails. Il existe tout de même 4 types principaux d'écartement. La voie étroite, moins d'1,435 m, dont fait partie la voie métrique, 1 mètre, la voie normale, 1,435 m, et la voie large, plus d'1,435 m. Mais concrètement, qui est utilisé où et pourquoi ? En Suisse, le réseau principal est en voie normale. Par exemple, les CFF, le BLS ou les TPF sur la ligne Romont-Bulle, ainsi que beaucoup d'autres. Mais beaucoup d'autres lignes, principalement exploitées par des entreprises privées, utilisent de la voie métrique. Par exemple, les chemins de fer rétiques, le Matterhorn-Gotthardbahn ou le MOB et les TPF sur la ligne Montbovon-Bulle-Palaizieux. Certains ont fait le pari d'une voie étroite et pas métrique. Par exemple de 750 mm à la Waldenburger Bahn, qui exploitait la ligne Liestal-Waldenburg. Les tracés relativement plats et linéaires sont idéaux pour une voie normale ou large, alors qu'une ligne montagneuse, pentue et aux courbes serrées demande plutôt une voie étroite, généralement métrique, aux normes plus larges, jusqu'à 6 ou 7% en simple adhérence, un gabarit réduit, des courbes serrées et plus économique, mais malheureusement elle est mauvaise en termes de vitesse, on peut y rouler avec maximum 90 km/h, par exemple sur la ligne du Prättigau ou de la Vereina au RHB. La semaine prochaine, vous aurez le plaisir de découvrir des rames historiques ressorties pour saluer une dernière fois cette voie qui est plus que centenaire. Pour l'heure, nous vous proposons de découvrir ces rames qui ont commencé à circuler quotidiennement depuis 2015-2016, les ABE 2-4, ainsi que l'explication des lettres de leur appellation. Chronique signée Étienne Bergeon. Les ABE 2-4 et leurs cousines, les BE 2-4, ainsi que les éléments centraux des rames, des voitures de deuxième classe, ont été construites par Stadlerei AG à Bussnang, en Argovie, située au nord-est de la Suisse. Longue de 55,21 mètres et large de 2,65 mètres, leur poids à vide est de 88 tonnes. Elles peuvent aller jusqu'à 100 km/h, ce qui n'est pas rien pour des rames à voie métrique. Sa partie frontale est conçue pour absorber une grande quantité d'énergie en cas de collision. Nous y retrouvons bien sûr un attelage automatique pour coupler facilement deux rames en unités multiples, soit en UM, ainsi que d'autres éléments comme les phares, les essuie-glaces ou encore la girouette pour indiquer la destination du train. Les ABE et BE 2-4 roulent chacune sur 4 essieux répartis en 2 bogies. Les bogies sont des sortes de chariots mobiles comportant 2 à 3 essieux. Ces derniers ne sont que l'ensemble formé par 2 roues et la barre rigide qui les relie. Chaque bogie peut être motorisée ou non, on parle de bogie moteur ou de bogie porteur. Pour connaître la proportion d'essieux moteurs par rapport au nombre total, on regarde les chiffres exprimés en fractions à la fin de la numérotation, ici 2 sur 4, 2 pour 2 essieux moteurs et 4 pour le nombre total d'essieux. Pour l'élément central de la rame, qui est une voiture de deuxième classe, on se contentera de l'appeler B, sous-entendu que les 4 essieux sont porteurs. Sur le toit d'une ABE ou d'une BE 2-4, sans surprise, on y retrouve un pantographe que certains pourraient apparenter à celui d'un tramway. L'automotrice fonctionne en 900 volts continu et chaque roue peut recevoir jusqu'à 1400 kW. Le E de ABE ou BE signifie donc engin électrique capté via une ligne de contact. Si cela avait été une machine diesel, un autorail, ça aurait été une ABM 2-4. Pour comprendre les 2 lettres restantes, il nous faut rentrer dans l'automotrice. En effet, le A signifie première classe et le B symbolise la deuxième classe.
Dans une BE de 4, il n'y a donc que la deuxième classe. En tout, il y a 350 places dans une ABE de 4 avec 15 places de première classe, 133 places de deuxième classe, 14 strapontins et 188 places debout. Les personnes à mobilité réduite peuvent y voyager, les cyclistes peuvent y prendre leur vélo et l'on peut circuler entre les trois éléments de la rame composés d'une ABE de 4, d'une BE de 4, notamment pour aller aux toilettes. Ces rames ont été mises en service entre 2015 et 2016 et ont été chacune baptisées, comme ici avec la Sud Express, le Dzodze Express, l'Armaï, la Moitié-Moitié, mon Bipays ou encore le Fribourgeois. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Deuxième partie la semaine prochaine avec notamment ces rames historiques qui ont roulé ici pour la dernière fois les 27 et 28 mars. Nous retrouverons Alain Castella, président de GFM Historique, pour une interview dans le wagon C4 qui a circulé comme la CE44 par exemple, pour ce qui était probablement un jour historique. À cette occasion, nous avons pu nous rendre dans les deux cabines de conduite pour faire la connaissance de Lazare et Michel. Vous découvrirez tout cela dans notre chronique Portrait. Puis pour terminer, Jean Slavic, chef de projet, est venu répondre à nos questions autour des étapes du chantier, de ses objectifs et de ses coûts. Voici notre compte Instagram raiwan-off pour découvrir notamment les coulisses des numéros. Passez une excellente soirée et à la semaine prochaine.